Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 19 octobre. Le président de la République a accueilli cet après-midi le Premier ministre éthiopien à l'aéroport international de Djibouti, Abiy Ahmed. Et dans l'actualité internationale, des réfugiés payent pour être détenus en Libye. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État, Ismail Marguerite, a accueilli cet après-midi le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, à l'aéroport international de Djibouti. Le chef de l'État, Ismail Marguerite, a accueilli dans l'après-midi de ce samedi le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed Ali. L'arrivée de Abiy Ahmed Ali à Djibouti a trait d'une visite de privé de 24 heures que le dirigeant effectue dans notre pays. Les deux dirigeants ont eu des entretiens au salon VIP de l'aéroport international de Djibouti, où ils ont entre autres abordé les relations d'amitié et de coopération et les partenariats stratégiques que les deux nations entretiennent dans plusieurs secteurs de développement. Le Premier ministre éthiopien était accompagné de son épouse, Madame Zinach Tayachu, qui était donc également accueillie par la première dame du pays et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haïd. Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie et représentant permanent de notre pays auprès de l'Union africaine, Mohamed Idriss Farah Abani, et le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullahi Waïs, ont participé à la cérémonie d'accueil du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali. Et ce soir, nous revenons donc à la visite de 48 heures officielle effectuée par le chef de l'État en Guinée-Conakry. La République de Conakry a déroulé le tapis rouge pour le président Guelleh lors d'une visite officielle de 48 heures, la première qu'effectue un président djiboutien dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Cette visite officielle s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité qui existent entre les deux pays. À son arrivée à Conakry, le président Guelleh et la délégation qui l'accompagnait ont été accueillis par le président guinéen, le professeur Alpha Condé. Les deux chefs d'État ont eu des entretiens en tête-à-tête qui se sont déroulés dans une atmosphère de parfaite cordialité et de compréhension mutuelle sur des questions d'intérêt commun tant sur le plan bilatéral, régional qu'international. Ils se sont engagés à insuffler une nouvelle dynamique aux relations entre les deux pays. Pour ce faire, sous la houlette de deux chefs d'État, les ministres des Affaires étrangères djiboutiens et son homologue guinéen ont procédé à la signature des accords cadres, un accord cadre de coopération économique, commerciale, culturelle, scientifique et technique. Les consultations diplomatiques régulières entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays a été également signé. Un accord également sur l'exemption réciproque des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques de service dans le cadre de la visite d'État qu'a effectué le président de la République en République de Guinée. Le chef de l'État, Ismail Marguerite, a été également convié lors de cette visite officielle en République de Guinée à un dîner de gala offert en son honneur par le chef de l'État guinéen, le professeur Alpha Condé. Ce dîner de gala a vu la participation côté guinéen, l'ensemble des membres du gouvernement guinéen, le président de l'Assemblée nationale de la Guinée, les membres du Parlement guinéen, les officiers généraux et les membres du corps diplomatique et consulaire accrédités dans ce pays ont pris part à ce banquet. Le chef de l'État, Ismail Marguerite, s'est vu également attribuer lors de cette visite officielle donc au Guinée-Conakry l'insigne de Grand Croix de l'Ordre national de mérite, la distinction honorifique la plus élevée de l'État guinéen. Le président Ismail Marguerite s'est vu attribuer ces distinctions honorifiques la plus élevée de l'État guinéen grâce à sa contribution de qualité fort louable au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre Djibouti et la République de
Guinée. Le président Ismaïl Marguerite, fort de son leadership, a achevé son séjour de travail en République de Guinée par une visite guidée au sein du terminal à conteneurs de Conakry. Des chants et des danses traditionnelles ont rythmé donc cette cérémonie d'accueil du chef de l'État djiboutien au sein du terminal à conteneurs de Conakry. Il a ensuite écouté les explications des principaux responsables du port dont la gestion est confiée à un concessionnaire français. Le président Ismaïl Marguerite n'a pas manqué de saluer les efforts du gouvernement guinéen visant à améliorer la gestion du terminal à conteneurs de Conakry et à réaffirmer la disponibilité du gouvernement djiboutien en vue de faire partager notre expérience dans le domaine portuaire. Une délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie Ilyas Moussa Daoualé et le ministre du budget Abdoukarim Adancher, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti à Washington, Mohamed Saïd Doualé, des séries de réunions de travail avec les vice-présidents de la région MENA, Farid Belhaj, pour présenter à la Banque mondiale les réformes engagées par la République de Djibouti, suivies et mises en œuvre par son gouvernement, notamment la gouvernance des entreprises publiques, des finances publiques, les réformes de l'administration, la révision des comptes nationaux. Le ministre a longuement donné une nouvelle lecture de la situation économique de notre pays. Ilyas Moussa Daoualé a eu également un entretien avec Mme Marina West pour faire le point sur les statistiques. Il a été convenu par la Banque mondiale de dépêcher une équipe d'experts à Djibouti afin de rencontrer le directeur général de l'Institut national des statistiques de Djibouti. Par ailleurs, des points importants ont été discutés et abordés, notamment la macroéconomie, le projet Zéro bidonville. Cette délégation conduite par les deux ministres, en l'occurrence le ministre de l'économie et des finances et celui du budget, ont donc pris part à la réunion sur l'initiative des IDD qui vise à apporter une connaissance et une expertise mondiale à tous les secteurs pour aider les pays à réaliser le potentiel de transformation des systèmes d'identification numérique. L'initiative de l'intégration de la Corne de l'Afrique prend forme et entre dans la phase concrète. L'Union européenne, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement se sont engagés sur la disponibilité des fonds immédiats sur les programmes de plus de 16 milliards de dollars prévus pour le portefeuille des projets identifiés. Les ministres de l'Éthiopie, de la Somalie, de l'Érythrée et du Kenya ont accueilli favorablement la tenue de la prochaine réunion du groupe à Djibouti au mois de janvier. Toujours à Washington, le ministre de l'économie et des finances a signé un accord avec le vice-président de la Banque mondiale pour la région MENA, Farid Belhaj, un accord de financement de 28 millions de dollars destiné à l'amélioration de la qualité de l'éducation. La rencontre a aussi permis de faire le point aussi sur les renforcements des deux systèmes. Retour à Djibouti où le ministre de la Santé, Mohamed Warsama Diri, a reçu donc ce week-end dans son cabinet l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite accrédité à Djibouti, Abdulaziz Al-Matar. L'objectif de la réunion était avant tout une visite de courtoisie et de premier contact, mais également pour discuter de la coopération d'appui qui existe dans le secteur de la santé entre le Royaume d'Arabie Saoudite et notre pays. Le ministre de la Santé, Mohamed Warsama Diri, a soulevé lors de cet entretien des sujets d'intérêt commun entre le Royaume d'Arabie Saoudite et notre pays, qui est donc un pays frère de longue date et dont l'appui dans le secteur de la santé est nécessaire pour l'amélioration du système de santé djiboutien. Le ministre de la Santé a réaffirmé l'intérêt du gouvernement djiboutien de renforcer cette coopération et son département travaillera d'arrache-pied pour collaborer avec la partie saoudienne. Le ministre Mohamed Warsama Diri, accompagné de l'ambassadeur, ont visité également l'hôpital général Pelletier et notamment le service de néphrologie et de l'usine de fabrication d'oxygène. À leur arrivée à l'hôpital général Pelletier, le ministre de la Santé et son hôte ont été accueillis par le directeur général de l'hôpital Pelletier, Hussein Mohamed Hussein. L'objectif de la visite était de constater des besoins dans le domaine sanitaire et les moyens nécessaires en vue de les améliorer davantage. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette réception du général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, qui a reçu dans son bureau à l'état-major général des armées l'ambassadeur du Japon accrédité à Djibouti, M. Yonetani Koji.
Cette deuxième visite du travail s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales de coopération et d'échange. Côté djiboutien, le général Zakaria Cheikh Ibrahim était assisté par le général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, du colonel Mohamed Elmi Abaneh, chef de la division des opérations, du colonel Fouad Elmi Waïs, commandant de la DCMAT, du colonel Dahir Hassan Abadid, chef de corps du régiment blindé, du lieutenant-colonel Mohamed Rayad Naji et du lieutenant-colonel Younis Elmi, chef du cabinet du SEMGA, du lieutenant-colonel Ibrahim Zakaria Cheikh, directeur des relations internationales, et du sous-lieutenant Farhan Abdurrahman de la direction des relations internationales. Après les mots de bienvenue, le chef d'état-major général des armées a souligné l'importance des relations de coopération avec le Japon dans le domaine militaire. Toujours dans le cadre des activités de la semaine de sciences, la fin des activités du coding s'est tenue au Centre technologie et d'innovation pour le développement. Cette formation du coding a été donnée à des jeunes filles âgées entre 8 à 18 ans. Elles ont tour à tour présenté des projets devant un jury qui a suivi donc de très près tout cela pendant une semaine. Ces jeunes filles ont suivi des cours variés de code, d'algorithmes, d'informatique. L'objectif étant de faire découvrir l'univers de l'informatique aux jeunes filles afin de remédier au manque d'étudiantes dans cette filière, mais aussi et par-dessus tout briser la tradition populaire qui considère toujours que les filles ne sont pas faites pour ce domaine. La sous-préfecture de Damerjoug a organisé ce week-end une cérémonie de réhabilitation de l'école de Damerjoug. Une cérémonie qui a vu la participation du sous-préfet de la localité de Damerjoug, Abdelchakib Nour, du commandant de la base militaire italienne de Djibouti, Antonio Koulia, et du commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, le général Eric Garnez. Un projet de réhabilitation a été réalisé par les forces françaises stationnées à Djibouti en étroite collaboration avec la base militaire italienne. Ainsi, la base militaire italienne et les forces françaises, la FFDJ, ont travaillé de symbiose pour réaliser une construction dans la règle de l'art des toitures de l'école. Un projet qui fut donc une réussite. Et donc, ils ont également participer à la journée de plantation des arbres, une campagne lancée par le chef de l'État, celle donc de planter plus de 100 000 arbres sur l'ensemble du territoire national. Le futur de Djibouti et le futur du monde. Nous, on a mis notre effort effectivement sur cette école et à Damerjoug parce qu'effectivement, ce sont les enfants de Djibouti, les enfants de Damerjoug qui sont principalement intéressés. Ici, c'est quand même plus de 800 enfants. Donc il était quand même souhaitable qu'ils aient des installations qui soient correctes, qu'ils aient une hygiène correcte et une éducation correcte dans des locaux qui soient le plus accessibles et le plus accueillants possible. Voilà. Donc merci au sous-préfet, merci au chef du village que je n'ai pas salué, et puis à l'inspecteur ici présent de leur accueil, en espérant que la collaboration puisse aussi continuer dans les années suivantes avec les forces françaises. Je vous emmène à Ali Sabié où, à l'instar de leurs compatriotes du reste du pays, les Assadjouk se sont mobilisés avec enthousiasme pour la campagne de plantation de 100 000 arbres initiée par le président de la République. Ali Sabié, aux premières heures de la matinée du week-end, et ce sous la houlette du préfet de la région, Moussa Adan Migani, le président du conseil régional, Omar Ahmad Wahaïs, et du chef de corps de la BIAS, le colonel Abdelwassa Ben Mohamed. Peu après, les officiels se sont rendus successivement à l'école de base d'Ali Sabié 1 et au lycée d'Arrey, dans la cour de ces établissements scolaires. Ils ont assisté à la plantation de quelques plantes par des écoliers et des lycéens, histoire de sensibiliser les plus petits et les adolescents sur la nécessité de planter et de sauvegarder l'environnement. Puis la forte délégation des personnalités conduite par le préfet a mis le cap vers le grand hôpital régional Dr Ahmad Absi et Warsama. Aux abords de la grande artère passant devant ce centre hospitalier, ils ont procédé à la mise sous terre de jeunes plantes de toutes sortes. Cette campagne de plantation
d'arbres à Sablier s'est terminée sur une place à quelques pas entre le siège du conseil régional et la résidence du préfet, un endroit destiné dans le futur d'accueillir l'arbre à palabre de chef coutumier de la ville. C'est ce qu'a précisé le président du conseil régional. À Obok, cette fois, la journée mondiale de l'alimentation célébrée dans tout le pays. Une journée de plantation de 100 000 arbres sur l'ensemble du territoire. À Obok, le point de rassemblement fut la place de la préfecture où une importante mobilisation s'est déroulée aux côtés du préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banoïta, du président du conseil régional, Mohamed Hamad Ismail. Les plantations ont débuté avec des arbres de la ville et sur la plage. Par la suite, ces opérations ont continué dans les établissements publics, le village du Markazi, le centre OIM d'Obok. Les collégiens et les lycéens ne sont pas en reste puisque le club environnement du collège et du lycée technique d'Obok se sont également prêtés à cet exercice. Un mot de sport pour clore l'actualité nationale. La Fédération djiboutienne de tennis de table a lancé hier vendredi une cérémonie de lancement d'un projet de détection des jeunes talents dans le CDC du quartier 3. Les cadres de la Fédération djiboutienne de tennis ont été accueillis par des responsables de ce CDC. Un événement qui montre l'effort que la Fédération djiboutienne de tennis de table fournit avec tous ses partenaires de promouvoir le niveau de tennis de table qui a vu une énorme évolution ces dernières années. Ce projet est financé par le comité olympique djiboutien. Et de là, donc, nous passons aux nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, des réfugiés payent pour être détenus en Libye. La Libye devient de plus en plus invivable pour les réfugiés africains, dont certains sont obligés de payer pour leur détention selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. C'est l'un des symboles les plus révélateurs du désespoir des réfugiés dans une Libye ravagée par la guerre selon le Haut Commissariat des Nations Unies. Beaucoup d'entre eux se sont obligés de payer pour être accueillis dans des centres de détention pour échapper aux difficultés des conditions auxquelles ils font face quotidiennement. Une Libye devenue invivable pour des dizaines de milliers de réfugiés et de migrants. Le HCR dénombre plus de 5000 détenus dans 19 centres de détention officiels, dont certains contrôlés par des groupes armés. Et voilà qui nous ramène de parler de cette réunion d'urgence de ce samedi pour les ministres du gouvernement britannique autour de Boris Johnson. Il s'agit désormais de convaincre les députés d'approuver l'accord arraché à Bruxelles. Le Parlement s'est réuni pour une séance exceptionnelle ce matin et le vote s'annonce extrêmement serré. Le Premier ministre fera une dernière déclaration devant la Chambre des communes. Et s'il ne parvient pas à obtenir les chiffres nécessaires pour emporter le vote, il est probable qu'il tente à nouveau de déclencher une élection générale, ce qui ne plaira pas probablement aux Britanniques qui sont nombreux à vouloir refermer ce chapitre douloureux de leur histoire moderne, quelle que soit la direction. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.